Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Il s'est passé plein de choses au mois de juin. Il y a eu beaucoup de conférences et surtout, il y a eu la Google I/O et la WWDC. Donc, c'est la conférence des développeurs de chez Apple et de chez Google. Ils ont annoncé beaucoup de choses sur des choses qui étaient déjà en place. On sait très bien que Chrome et Google font un peu la messe sur le web. Un deuxième acteur, c'est Apple. Donc, lors de ces deux conférences, ils ont fait beaucoup d'annonces. Et on va parler de ça aujourd'hui dans cet épisode. Et comme toujours, je vais le faire avec Patrick. Salut Patrick, comment vas-tu? Salut, salut, salut. Salut à tous. Ça va bien. Merci. Et donc du coup, tu t'es infligé ou t'as pris et t'as pris plaisir à regarder toutes ces vidéos de la Google? Non, si, j'ai pris plaisir. Après, en gros, les deux événements, c'est principalement orienté mobile, hein, quand même, malgré tout, Android, iOS et compagnie, les applications et tout ça. Mais il y a quand même une partie qui concerne les navigateurs, parce que ça nous concerne beaucoup au niveau du développement web. Et donc, il y a eu quand même des vidéos où ils expliquaient les évolutions de Chrome et les évolutions et après Apple, les évolutions de Safari, puisque Safari, on attend depuis longtemps que ça avance un petit peu. Et enfin, ils ont l'air de se bouger, ça y est. Donc, c'est la bonne nouvelle, en fait. Mais non, Cool. c'était cool, très intéressant à faire. Hmm. Et bah à la limite, vu que tu as fait une super présentation, on va analyser point par point et puis on va discuter de tout ça. Hmm. Après, ouais. Alors, on peut faire le point déjà au niveau des personnes qui sont pas encore au fait de tous les navigateurs. Aujourd'hui, on a une dominance quand même vraiment flagrante, et notamment en France, de Google Chrome. Mais après, il faut savoir qu'il y a aussi Safari qui est un acteur important parce que en fait, Safari est déjà très présent en fait sur iOS. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte, Safari, qui est très important puisqu'on a une grande partie de la population des visiteurs qui sont sur iOS. Et il faut savoir aussi un truc très important, c'est que malgré tout, si on peut mettre des Chrome, des Firefox, etc. sur son iPhone, ça reste quand même du Safari, puisque derrière, c'est des WebView, puisqu'en fait, c'est interdit de développer un navigateur pour iOS. Donc, dans tous les cas, ça reste toujours du Safari, que ce soit de la WebView ou du Safari pur. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir quand on est développeur web, que, que sur iOS, ça reste du Safari, dans tous les cas. Donc, le fait que ça soit un petit peu en stagnation, l'évolution de Safari depuis quelques temps, eh ben, c'est un petit peu handicapant pour les développeurs. Mais tu viens de dire qu'ils avaient fait du mieux. Oui, mais justement, je fais le, Ah, c'est tu ce qu'on vois, va voir. c'est ce qu'on va voir. Ça marche. On attaque par le CSS, Ouais. Alors, des nouveaux points. alors c'est vraiment les features qui sont arrivées en fait dans une majorité de navigateurs. Donc, quand je parle, en fait, j'ai vraiment mis Firefox, Edge, Chrome et Safari. En fait, Edge, sachant que c'est Chromium comme moteur, donc c'est très proche de Chrome, donc souvent c'est à peu près les mêmes implémentations. Mais quand je mets le fait que ça soit pris en compte, c'est aussi, il faut bien prendre en compte que c'est les dernières versions, hein. Donc, il faut toujours, en fonction de votre population de visiteurs, de navigateurs, tout ça, il faut quand même vérifier si les versions, ça fonctionne, quoi. Par exemple, si tu as une feature qui marche que sur la dernière version de Chrome, bah, ceux qui n'auront pas mis à jour leur version de Chrome, ça ne marchera pas. Donc, c'est toujours un truc à faire attention. Et pour le coup, Hmm. pour ceux qui ne connaissent pas, un site qui s'appelle Can I Use, Ah bah ouais. c'est hyper intéressant justement, on va taper la propriété ou l'API qu'on veut utiliser et on va avoir tout l'historique de tous les navigateurs et à savoir à partir de quelle version de Hmm. ce navigateur l'API, cette fonctionnalité est disponible. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Can I Use, Alors, c'est la base, hein. Can I use? ouais, c'est la base. Si vous connaissez pas, ça craint quand même. Mais non, au contraire, voilà, maintenant vous Maintenant, vous connaissez, connaissez. donc c'est parfait. Et sachant, alors je vais même rajouter un truc sur Can I use. Quand tu dev, en fait, que tu as installé ton environnement de dev, tu as aussi Browser List que tu utilises dans l'environnement de dev.
et qui va permettre à Autopréfixeur, tous les trucs qu'on utilise avec PostCSS, tout ça, d'aller chercher les versions de navigateurs que tu cibles et de rajouter les préfixes en fonction des navigateurs que tu cibles, tout ça pour ton projet, en fait. Ça, c'est le niveau au-dessus, quoi. C'est niveau au-dessus, mais normalement, si tu veux tout automatiser, browser list avec les navigateurs, il y en a par défaut. Après, tu peux configurer si tu as vraiment des versions que tu veux cibler. Et après, quand tu vas compiler ton truc, ça va te rajouter tout ce qu'il faut pour être adapté au navigateur. Et Cool. ça va chercher sur Can I Use, sur la base de données. Voilà. Parfait. Nickel. Du coup, CSS, Accent Color. Yes. Alors ça, c'est un truc qui est pas mal pris en compte. Alors, je rajoute encore une chose, c'est qu'en fait, ils ont sur la vidéo de Google, en fait, en fait, ça s'accélère en fait. Avant, c'était très long en fait d'avoir des implémentations dans les navigateurs, tout ça, mais là, ça bouge, ils se mettent tous d'accord, ça avance vraiment dans le bon sens. Et ce qu'ils ont bien fait voir, c'est que l'année dernière, ils ont présenté des choses comme Accent Color en 2021, donc. Et qu'en 2022, en fait, il y a beaucoup de navigateurs qui l'ont déjà implémenté. Donc, on voit qu'en un an, en fait, ça bouge, ça va vite, alors qu'avant, il fallait des années avant d'implémenter un truc. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça avance dans le bon sens, surtout. Donc, Accent Color, en fait, c'est une nouvelle propriété qui est un peu basée comme les variables, en fait, qu'on utilise maintenant dans le CSS, et qui permet, en fait, de définir une couleur. Tu sais, dans ton navigateur, quand tu as les boutons radio, les checkbox, des choses comme ça, en fait, tu as une couleur souvent par défaut, Par soit défaut. de l'OS ou un truc comme ça. Et bien maintenant, on va pouvoir définir une couleur. Et donc, tu définis la couleur Accent Color, et ça va définir ton checkbox, il va devenir rose, jaune, ce que tu veux, en fait. Et donc, ça Ouais, va. ce qui est super cool, c'est que bah, Hmm. tu peux customiser ton template aux couleurs de ton client Ouais, avec une seule propriété, quoi. et ça, Et ça, c'est top, c'est... hein. Les Et donc, sliders, tout ça, tu sais, enfin, tous ces il y trucs-là, en fait. a, il y a un effet wow et un effet customisation qui est direct et hyper facile à implémenter, quoi. Ah bah, hyper simple. Et, et si en plus on peut variabiliser ça, Ouais. chaque client a cette couleur, accent color, qui vient automatiquement mettre à jour son template. Top ça. Ouais, et ce qui est génial, comme c'est sur une variable, en fait, si tu utilises le dark ou le light theme là, que tu vas implémenter, bah, tu peux changer cette variable, en fait. Et donc, tu auras l'accent de color qui va s'adapter au thème, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, Top. ça, c'est pris en compte par tous les browsers et donc à utiliser sans, Sans modération. sans modération, ouais, carrément. Adjust size. Non, size adjust pour le coup. Ouais, alors ça, c'est une nouvelle propriété qui permet, donc, comme j'ai indiqué, à harmoniser les tailles de police. En fait, à quoi ça sert exactement? Donc, c'est pas encore sur Safari, mais c'est déjà sur une majorité. Faut savoir que quand c'est pas implémenté par un navigateur, bah, il l'ignore, en fait. Donc, c'est pas gênant de l'utiliser, même si c'est pas compatible dans Safari. Alors, donc, ça sert à harmoniser. En fait, des fois, tu as la police par défaut, et puis tu as une police que tu vas utiliser, que tu vas charger. Et parfois, ça peut prendre un peu de temps. Tu vois, tu as un petit flash entre la police par défaut et le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et tu as un petit décalage, en fait. Des fois, parce que les polices sont pas toutes pareilles, en fait. Il y a des fois des espaces un peu plus larges entre les lettres, tout ça. Donc, en fait, avec le size adjust, en fait, tu peux vraiment essayer d'ajuster au maximum pour que ça ressemble à ta police. Ça fait que quand ça va remplacer avec la bonne police, tu n'auras quasiment pas de décalage, en fait. excellent. Donc voilà, ça c'est une propriété qui est importante aussi pour éviter le changement de layout, en fait, quand ça charge la bonne police et que ça la remplace. Ouais, pour pas qu'il y ait des différences de design ou d'implémentation de design Ouais, entre ouais, les navigateurs. exactement. Ouais. C'est tout bête, hein, mais voilà, ça peut servir. Nouvelle, non, Hmm. propriété at layer. Alors le layer, ça c'est grosse nouveauté. C'est déjà bien pris en compte. Après, à voir avec les anciennes versions. Donc ça permet de créer des layers. En fait, c'est pour mieux gérer les cascades et l'héritage, en fait. Souvent, tu vas faire ça concerne beaucoup les thèmes, en fait, que tu peux utiliser, que tu utilises dans des CMS, des choses comme ça. Et souvent, tu es obligé d'après, quand il y a des choses qui sont implémentées sur des éléments, les boutons, les choses comme ça, tu es obligé de faire des fois des importants, des trucs comme ça, pour écraser, en fait, le truc d'origine, parce que ça a Mais je été croyais que mal. c'était mais je crois que c'était la base, le important en CSS, non? C'est pas ça? Non, C'est non, règle 1, maîtriser le important en t'es CSS. fou, quoi. Jamais, Mais je jamais. rigole, je Moi, rigole. le dev qui me met un important, je le dégage.
Mais ok, donc en fait, tu vas pouvoir. En fait, tu Est-ce crées. que Ouais. on pourrait dire que c'est des classes de classes, en fait, des sortes Non, de en groupes? fait, ça te permet. Ouais, en fait, c'est plus des groupes. C'est des groupes que tu vas et que tu peux faire. C'est toi qui vas gérer en fait l'héritage et la cascade. En fait, dans quel sens ça va hériter, dans quel sens ça va faire une cascade. Et donc, ça Mhm. t'évite d'écraser des choses en fait. Alors, c'est assez nouveau, c'est encore assez. Voilà. Moi, j'ai pas encore essayé. Hein, c'est vraiment tout. Mais tu vois, on peut faire un layer avec plusieurs thèmes et choisir l'ordre, tu vois, comme sur l'exemple là. Et bon, ça a l'air assez puissant. Alors, il y a déjà des layers dans Tailwind, mais ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas comment ça va être géré, en fait. Est-ce que Tailwind va devoir enlever le système de layer ou changer le nom? Parce que du coup, ça va faire la Ouais. même chose. Et ça Après, s'écrit de la peut-être même qu'ils façon. utilisent. Ouais, après, peut-être qu'ils n'utilisent pas les mêmes API, donc peut-être qu'ils le font, vu qu'ils le génèrent, en fait, il est Ouais, compilé, enfin, tu vois, il est rendu, ouais. donc peut-être qu'ils utilisent une autre méthode à voir. En tout cas, là, ça fait quelque chose de plus natif et Ah de ouais. plus modulaire. Bah, c'est Ok. surtout pour. Et ils font évoluer. On le voit, le CSS, ça évolue de plus en plus. C'est surtout pour de plus en plus, ouais, plus modulaire, et pour mieux ranger le code, tout ça. C'est ce qui arrive de plus en plus avec les variables, avec les layers maintenant. Donc, on peut Ouais. vraiment faire un code CSS super propre. Voilà. Il n'y a plus Sans, d'excuses. Il n'y a pas d'excuse. Attention, les importants, c'est interdit. Hein. Ok, les subgrids. Du coup, on connaissait déjà le système de grid Yeah. avec display fleck, puis après il y a eu display grid. Et donc là, en fait, on a un subgrid. Ouais. Alors, Subgrid, c'est tout nouveau. C'est à peine implémenté dans Firefox. C'est pas encore dispo dans Chrome, tout ça. Mais faut le prendre en compte. Ça va arriver probablement l'année prochaine. Ça sera beaucoup plus pris en compte. En fait, l'exemple qu'il donne, c'est que tu vas faire une grille avec des items dedans, des sortes de produits. Tu vois, par exemple, on prend un truc Ouais. e-commerce avec une grille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, le titre est plus ou moins long, des choses comme ça. La description est plus ou moins longue dans ton item. Et en fait, tu n'arrives pas à aligner tout ça. Et en fait, en gros, Subgrid, ce que j'ai compris, c'est que ça permet d'hériter en fait de la piste du parent pour aligner en fait les titres, etc. En fait, ça permet d'ajuster vraiment dans chaque item les petits éléments qui sont dedans. En fait. Donc en fait, ça reprendra les propriétés du parent et Ça ça les reprend des appliquera aux propriétés, enfants, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ça reprend des propriétés comme le gap, tout ça, et tu peux les réappliquer et puis après peaufiner tout ça. Ça a l'air assez puissant. C'est encore, voilà, c'est encore tout nouveau, mais C'est pas encore encore un implémenté, quoi. non, ça, c'est pas encore bien implémenté. As. C'est un pseudo-élément, as, et donc là, on va pouvoir mettre de quoi? C'est une sorte de logique dans le CSS? Alors celui-là, il est top. Celui-là, il est top, Ok. top, top. En fait, tout simplement, bah, quand tu as un élément, tu veux savoir ce qu'il a comme enfant, et ben, tu utilises le 2.as. Et tu vas pouvoir savoir, par exemple, si un UL, il a des LI à l'intérieur, si une image, elle a Mais une c'est type. quoi? Ça te renvoie un booléen? Ça te renvoie quoi? Bah, en fait, c'est en CSS. Hein, donc, par exemple, tu définis que si l'encre est là, un span à l'intérieur ou une image, par exemple, comme dans l'exemple, eh ben, tu vas lui Ok, appliquer un style différent. Donc, tu ok, peux tester en fait ces enfants, en fait, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait. ok. Donc en fait, c'est une sorte de booléen où entre la parenthèse, tu vas mettre la condition, Hmm. c'est-à-dire as, entre parenthèses, à l'intérieur, il y a une image. Donc je vais appliquer, s'il y a une image, j'applique ce style-là. S'il n'y en a pas, je peux faire une valeur par défaut, quoi. Ouais, Où je viens changer si à l'intérieur de l'élément que j'ai sélectionné, il y a un élément que j'ai annoncé. c'est Donc, en ça. fait, c'est une sorte de if en CSS, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Excellent. t'as déjà le note qui existe. Enfin, il y en a plusieurs déjà qui existent, mais le note, tu peux Oui. définir que s'il n'a pas cette classe-là, bah, ça sera ça. Mais là, c'est vraiment puissant parce que c'est quelque chose on pouvait le faire que avec JavaScript en fait. On pouvait juste tester avec JavaScript s'il avait des enfants, s'il avait tel élément à l'intérieur, tout ça. Et donc, c'était obligatoire d'utiliser JavaScript. Et même maintenant, on peut le faire en CSS pur, savoir s'il a des enfants, s'il a tel enfant, s'il a telle balise à l'intérieur. C'est hyper puissant et ça, c'est une grosse avancée.
donc qui est déjà dispo sur Chrome, sur Safari dans la version qui arrive là normalement, la 16. Et forcément, ça sera vite implémenté, je pense, par Edge et puis Firefox. Firefox derrière. Ouais. Des conditions dans du CSS, c'est pas mal ça. C'est top. Pas mal. Add container. Et là, on vient toucher quelque chose de monstrueux. Là, ça c'est énorme. Ça c'est très très gros. C'est des médias, c'est une sorte de media query pour les conteneurs. Donc en gros, aujourd'hui, le contrôle des éléments, en fait, on peut le faire que en fonction de la taille de la fenêtre, etc. Donc en responsive, classique. Et là, on va pouvoir faire en fonction du conteneur, la taille du conteneur. Donc on va cibler un div. On va lui dire si tu fais telle taille, c'est comme ça que tu t'as machin. Si t'es grand, si tu as un 900, tu fais c'est comme ça le positionnement. Enfin voilà, tu peux vraiment cibler le conteneur en lui-même et il va se contrôler tout seul en fait. Donc en fait, c'est du media query pour les éléments. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça veut dire que l'exemple qui donne pas mal, en fait, c'est une sorte de card, en fait, et en fait, la même card, tu peux lui donner différents formats, en fait, en fonction d'où elle est, de la largeur qu'elle prend et tout ça. Et c'est toujours le même code HTML, sauf qu'avec les media query, enfin les container query, on appelle. Le add container. Ouais. Et ben, tu vas pouvoir lui donner, ouais. voilà, il aura un aspect différent en fonction de sa largeur, quoi. Et c'est hyper puissant. En fait. Excellent. Et ça arrive donc dans Safari 16 et bientôt, j'espère, dans les autres. C'est encore tout nouveau. Mais c'est prometteur. C'est super prometteur. Ah, mais ça, c'est une évolution énorme, en fait, de pouvoir contrôler vraiment les éléments indépendamment. Aspect ratio qui arrive en natif. Bah, celui-là, il était déjà pas mal dispo, on pouvait déjà l'utiliser. Hein. Mais ça, faut vraiment en reparler. Puis ça arrive aussi sur Safari et c'est quelque chose qu'il faut utiliser en fait quand on fait. Alors il y a le fameux hack, tu sais, pour les vidéos par exemple, pour qu'elles soient en 9/16e, en 16/9e, pardon, avec si tu veux mettre un cover derrière, machin, on fait un truc avec une margine top négative, je sais plus comment ça marche d'ailleurs. On fait un truc avec dans ce 52% de je sais ouais, pas quoi. Ça, ouais, le fameux hack 52%. Juste pour faire du 16/9e. Eh ben, il n'y a plus besoin en fait, parce que tu mets juste aspect ratio et puis 16/9e ou 1/1, enfin ce que tu veux. Et il y a même la possibilité d'utiliser les attributs là. En fait, s'il a un attribut, ton élément width et height, et ben en fait, tu peux utiliser l'attribut pour qu'il garde le même ratio en fait en fonction de la taille. En fait. Tu viens de lui définir. Okay. Ça se redéfinit bien comme il est d'origine en fait, en fonction, même s'il réduit, il garde son même aspect en fait. Donc on arrête de faire des hacks et ça sort on arrête de suite. Un truc propre. Non, ça c'est une super propriété. Il faut vraiment, faut pas hésiter à l'utiliser parce que c'est hyper simple et ça te permet d'avoir des images, voilà, dans la bonne taille quoi. Propre. Parfait. Parfait. Offset pass. Alors celui-là, c'est un truc qu'on utilisera beaucoup moins, mais qui est quand même important à savoir. C'est pour les animations tout simplement en fait, avec offset pass, ben, en fait on définit un tracé. Et après, l'élément va suivre ce tracé au niveau de l'animation. Donc, c'est plutôt puissant. Et donc, c'est un peu comme un SVG, en fait. Tu fais des passes, tu peux utiliser les formes qui existent déjà, les circles, les squares, tout ça. C'est assez poussé quand même techniquement, mais ça nous permet vraiment de faire avec du CSS des animations avec un tracé vraiment spécifique qui sera joué. Donc, c'est pas mal. Ça arrive sur Safari 16. Donc, Safari 16, c'est la prochaine version qui sort. Là, je ne sais pas quand il va sortir de la bêta, l'OS, là, mais peut-être à la fin de l'été. Mais voilà, ça arrive et c'est déjà dispo dans Chromium, puisque c'est dans Edge et dans Chrome. Excellent. Color contrast. Celui-là, il est hyper puissant, malheureusement pas encore dispo dans aucun ça, c'est bien. En fait, c'est une proposition, quoi. Bah, c'est expérimental. En fait, c'est dispo. Ouais, c'est un flag. En fait, tu peux l'avoir dans Chrome avec. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est une proposition, mais qui va passer forcément, qui va être implémenté parce qu'en fait, c'est hyper puissant. Donc, on peut l'utiliser déjà en flag, je crois, sur Chrome. Mais ça permet de. En fait, tu sais, le WCAG, tout ça, on a au niveau des couleurs. Si tu as un texte sur un fond, tu sais, tu as un test pour avoir le triple A, le double A, tout ça. Ouais, pour calculer une sorte de ratio de contraste si pour l'accessibilité, c'est suffisamment contrasté, ouais.
Et ben en fait, et des fois, voilà, c'est pas évident, il faut chercher la bonne couleur, machin, tout ça. Et ben en fait, Color Contrast, c'est une fonction CSS qui te permet automatiquement, en fonction, tu vas lui mettre en paramètre, en fait, tu peux mettre plusieurs paramètres, mais simplement, tu peux lui mettre le paramètre de ton fond, et automatiquement, ça va te générer une couleur qui sera assez contrastée pour se mettre dessus en tant que texte. Mais Et par contre, c'est c'est pas dangereux en termes de design. Si moi je récupère une planche et le designer il a mis une couleur, je mets cette propriété et ça vient casser le design. alors, alors Non? discussion. Alors ça c'est alors les designers. Non, Parlons-en. attention. Alors s'ils Ouais, mais avaient quelques c'est si tu veux- important Ouais, ouais, ouais. de Non mais prendre en compte. c'est S'ils pour l'ont ça pris en que compte, il y a pas de problème, quoi. non, en fait c'est pour ça qu'il y a plusieurs paramètres parce que tu peux forcément aller chercher une couleur qui ressemble à celle qui est définie de base. Ok. Mais si les designers avaient un petit peu d'accessibilité en tant que quand ils designent un petit peu, ça serait bon, c'est une autre histoire. S'ils ont fait ça bien, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, color contrast qui vient vérifier tout ça avec un flag. Il y a Ouais, du nouveau sur le HTML? ouais. Ça évolue. Excellent. HTML. Une balise dialogue. Alors la dialogue, celle-là, elle est déjà disponible. Et il faut l'user et en abuser. C'est une balise qui est censée remplacer tout ce qu'on fait, souvent les modals, tout ça, en fait, avec les divs, là. Ouais, Et voilà, les sortes de pop-up qui s'ouvrent avec un overlay derrière pour afficher un truc, un bouton, n'importe quoi. Ce qu'on a tendance à faire avec du CSS et du JavaScript, hein, enfin, moi, perso, je l'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec un div, voilà, qui avec un bouton fermé, tout ça, machin, tout ce classique. Et sauf que là, maintenant, ça arrive en natif, en fait. en natif. En Excellent. natif, totalement natif. Alors, l'avantage d'être en natif, en fait, c'est que c'est totalement accessible. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas ouvrir ton dialogue, bon, déjà, ça va afficher. Après, tu peux styliser tout ça, machin, mettre une ombre, enfin, tout ce que tu veux. Et en fait, ça enferme déjà la tabulation, elle est enfermée dans le dialogue. Donc, quelqu'un qui navigue avec un clavier, pour l'accessibilité, en fait, il reste enfermé dans ce dialogue. Il ne peut pas en sortir, tu vois. Donc, c'est géré naturellement, nativement. Et puis après, il y a d'autres avantages comme fermer la pop-up quand tu appuies sur Escape, des choses comme ça. Donc c'est totalement accessible Ok. et voilà. Aujourd'hui, enfin, je conseille tout le monde d'utiliser ça en priorité quoi, pour faire des pop-up. Pour faire des modals, quoi. Le Ouais. truc qu'on Et connaît un peu. Et c'est bien supporté par tous les ouais, c'est bien navigateurs. supporté et je pense que ça va être de plus en plus disponible, quoi. Alors, un nouvel attribut ou Nouvel non, attribut. ouais, c'est un nouvel Hmm. attribut dans les inputs avec le datetime local. Ouais, bah ça permet de faire. En fait, on n'a pas d'exemple, c'est dommage, j'aurais dû préparer un exemple. Mais ça ouvre tout simplement une sorte de système, tu sais, classique, où tu vas choisir la date, tout ça, comme on peut faire en JavaScript, mais sauf que là, ça sera en natif. Ça va s'adapter au temps local, quoi, si tu es en France, si tu es aux États-Unis. Et puis après, il y a plein d'autres basé, attributs. su- Ouais. basé sur les infos du navigateur. Voilà, basé sur l'info du navigateur. Et en plus, tu peux mettre il y a d'autres attributs qui vont avec pour dire maximum de date, minimum, etc. Donc, c'est hyper très bien fait. Ça s'adapte aussi. Tu sais, le truc con, hein, mais des fois, les trucs qu'on peut faire en JavaScript, là, tu vas sélectionner une date, et ben Les sur dates mobile, piqueurs. les Ouais. dates piqueurs, exactement. Bah, ça, souvent, sur mobile, c'est un peu pourrave, parce que ça devient tout petit, machin, tu peux pas cliquer, tout ça. Et ben là, c'est natif, donc ça va ouvrir un date piqueur qui sera adapté au mobile, en fait, tout simplement. Selon sur iOS ou sur Android, Voilà, ça s'affichera en tant que date, quoi. voilà. Donc ça, c'est Ok. un super attribut qui est déjà accessible, voilà, sur tous les navigateurs, les dernières versions. Ready to go. Fetch priority. Alors Alors, là, du coup, c'est un peu du JS, mais pas tant. Alors, c'est de l'attribut, Explique-nous. c'est de l'attribut qu'on met dans les balises. Alors c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs types de balises, les images, les links, les scripts, les iframes, tout ça. Alors, c'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément utiliser tout le temps. Enfin, c'est ce qui est dit chez Chrome, puisque c'est dispo d'ailleurs sur Chrome et sur Edge. Mais de temps en temps, ça peut être utile si tu as une image tu sais, le first input delay ou des trucs comme ça. Attends, c'est quoi le
First Contentful Paint, le premier élément le plus large là, FCP, ouais. qui est souvent une image, et ben, en fait, tu peux éventuellement, si ça te fait descendre le score, bah, utiliser ce fetch priority en height qui va te permettre de charger très rapidement cette image et tu auras un bon score en FCP, quoi. Bah, ça, c'est un exemple, mais après, voilà, il y a d'autres choses. Si tu as un script qui n'est pas prioritaire, tu peux le mettre en low, comme ça, il sera chargé plus tard. Voilà. Voilà, faut savoir que ça existe. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais de temps en temps, ça peut être utile pour améliorer le chargement de la page. Ok. Donc en fait, on vient une sorte de hiérarchiser Ouais. aussi bien les liens dans la balise head, Hmm. les images ou Le les script. scripts Ouais. ou les iframes. On va pouvoir en fait les étager comme on veut pour justement aller Hmm. optimiser la performance. Je pense que Top. l'idéal, tu vois, c'est de plutôt utiliser en low pour dire, bah, ça, cet élément, il n'est pas prioritaire, bah, charge-le plus tard, on s'en fout, tu vois. Je pense que on utilisera plus Après, le low que le high. ouais. Après, si tu veux, si tu as beaucoup, peut-être que tu as meilleur temps de hiérarchiser aussi. Mais oui, tu viens dégrader ce qui n'est pas important, quoi. Hmm. Tout à fait. Yes. Inerte, c'est quoi? Ce label inerte, cet attribut qu'on vient mettre sur des divs inertes. Alors, C'est-à-dire. ça permet de rendre un élément sur la page, ça peut être la page entière, hein, si tu veux aussi. En fait, ça le rend non cliquable, non sélectionnable, etc. En fait, Hmm, voilà, ok. ça rend, En ça fait, rend. c'est l'équivalent du disable qu'on met sur les boutons, Hmm, mais là, on va pouvoir le mettre sur n'importe quel élément. tag. Ouais. Ok. Donc Donc, une div, une image ou que sais-je. ouais, Ouais, ok. n'importe. Et on revient sur le même truc d'accessibilité. Ça permet de ne pas pouvoir sélectionner avec le clavier les éléments qui sont en inerte, en fait, tout simplement. Ok. Donc en fait, c'est surtout des améliorations d'accessibilité Bah, oui sur et le non, HTML. ouais, bah oui. Bah, de toute façon, c'est ça beaucoup, le HTML, c'est beaucoup l'accessibilité, mais c'est oui et non parce qu'en fait, tu peux aussi avoir des gens qui sont totalement avec des souris, tout ça, valides, mais qui sont pas forcément à l'aise. En fait, si tu veux, l'exemple qu'il donnait, par exemple, c'était un carrousel où tu vas avoir un élément qui est central, où c'est avec celui-là que tu dois interagir et tu as d'autres éléments sur le côté, bah, tu les rends inertes. Comme ça, la personne ne va pas pouvoir cliquer à côté ou machin et se tromper, tu vois. Enfin, voilà. En fait, c'est vraiment pour rendre le focus sur un élément, en fait, et Ok. disable tous les autres. Donc, c'est pas mal aussi. Après, Et c'est. Ouais, pardon. pour tout ce qui est grouping, en fait. Enfin, ouais, si tu veux regrouper tous ces éléments, parce que ton disable, il va être que sur ton bouton, mais Hmm. pour pas rentrer dans le label, bah, tu viens prendre l'ensemble de la div et tu la rends inerte. Ouais, c'est ça. Cool, Pas mal. cool, Et pris cool. en charge par tous les browsers aussi. Les dernières versions. Et même Safari 16 qui Même arrive. Safari. Le Viewport Unite. On a accès à une nouvelle unité. Ouais, alors là, les unités commencent à en avoir pas mal. Enfin, moi, perso, Ouais, j'utilise quasiment toujours les mêmes, mais. ouais, mais après. Ok. Et qu'est-ce que ça amène, cette nouvelle unité, pour la gestion des Alors, viewports? ça sera principalement utilisable sur mobile, en fait, puisqu'en fait, comme tu sais, en fait, sur mobile, bah, en fonction de si tu as la barre la barre où tu mets l'URL, tout ça, qui est visible ou qui est Hmm. pas visible, parce qu'en fonction de si tu scrolles ou pas, des fois la barre elle disparaît, des choses comme ça. C'est Oui. là où on va utiliser le DVH, le Dynamic Viewport 8, par exemple, parce que bah, ça va changer, en fait, tu vois, la hauteur, en fonction si la barre se barre ou si la barre revient. Après, tu as le largest, tu as le Et smallest, enfin voilà. la même chose avec Safari qui a bougé sa barre de son URL Ouais. en haut et hop, elle est passée en bas. Mm. Bah, ça a changé la navigation, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est Ok. surtout sur mobile et voilà, ça nous permet vraiment d'avoir la hauteur du viewport en fonction de voilà si la barre est visible ou pas visible, tout ça. Donc ça c'est assez récent, c'est une nouvelle unité qui peut être utilisable voilà de temps en temps si on a des choses vraiment qui doivent prendre toute la hauteur ou la largeur aussi parce que ça marche aussi en largeur en fonction si ton téléphone est en paysage ou en portrait. Et voilà, c'est dispo sur Safari 16 qui arrive, mobile aussi, et puis bah, Firefox. Et bientôt, j'espère, sur Chrome. Voilà. Yes. Du JS.
Du Ouais. JS, parce que dans le navigateur, il y a du HTML, il y a du CSS et il y a du Et du JS. JS, toujours. Il y a des nouvelles API. Alors, on regarde ça. Media Session, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Media Session, alors franchement, je ne sais pas si ce sera hyper utile, mais bon, elle existe. Bon, en fait, ça permet de contrôler le média. En fait, par exemple, sur ton ordi, si tu as, tu sais, si tu lances un média, une vidéo, tout ça, bah, tu peux avoir accès avec la télécommande. Il te donne l'exemple via la montre, tu vois, tu peux contrôler via la montre le média. Enfin, j'ai pas tout compris, mais ça permet en fait de donner accès aux médias qui sont en lecture en fait en cours et de donner les infos comme le titre, l'artiste, l'album. Ce que fait déjà un petit peu le Mac, hein. Moi, ce que je sais que quand je lance une musique dans mon, enfin, quand tu lances ton, Oui. j'y arrive, quand tu lances une musique dans ton Apple Music, là, dans ton ordi, en fait, tu as un truc en haut qui affiche, qui est en train de lire telle musique avec tel album, etc. Bah là, ce sera à peu près la même chose. Ce sera dans le navigateur et tu pourras afficher l'album, la musique, tout ça, le nom, tout ça. Et donc, Et ça ça marche. en natif. Ouais, c'est en natif et ça marche dans les téléphones, dans les montres connectées, etc. Voilà. Ça permet d'afficher ce qui est en cours de lecture. Ça marche. Navigation API, API. Là, il rechange. Non, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Aujourd'hui, Ok. on a la History, navigation. Non, c'est pas la navigation, c'est la Windows History qui permet de faire du pop, du push, tout ça, machin, qu'on utilise dans les web apps, principalement pour naviguer dans la web app. Et ben là, en fait, c'est en train de travailler sur une nouvelle API de navigation qui sera totalement nouvelle, qui n'est pas du tout implémentée. On est vraiment en expérimental, mais ils travaillent dessus. Et ça permettra, justement, comme l'exemple qui est là, en fait, de rajouter des événements, en fait, d'écouter des événements en fonction de navigation, tout ça, et de faire des choses en fonction de quelle page où tu navigues, etc. Donc, ça donnera vraiment un accès total aux URL de navigation. Ça sera sur de l'événement, basé sur de l'événement, tu vois, et ça va être assez puissant. Mais on est vraiment, vraiment en expérimental, mais ça devrait arriver prochainement, ne serait-ce que Par contre, peut-être en ça veut 2023. dire aussi que toutes les librairies majeures, type Hmm. React Router, Vue Router ou Nuxt ou enfin Next, toutes ces librairies qui utilisent le routage, Ouais, si là ils doivent changer leur mode de ouais, ça va construction en fait. changer. Ouais, ça va changer, ouais. Donc là pour le coup c'est un gros 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 breaking change quoi. Là, c'est Il faut un tout gros. réécrire quoi. Ouais, 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 de toute façon, ouais, oui, c'est une grosse avancée. C'est pour ça que je pense que ça va prendre quand même du temps pour qu'elle soit vraiment écrite complètement et implémentée dans les navigateurs. Mais ouais, ça va faire un gros changement et ça sera adapté. En fait, c'est ça aussi, c'est que maintenant, les API qu'ils implémentent, en fait, sont vraiment adaptés voilà, à ce qu'on fait. En fait, les web apps, ça prend vraiment le lead. Donc, voilà. Il nous manque des outils comme ça, tu vois, et donc ça arrive. Ça arrive, je sais pas quand, mais en tout cas, En tout cas, ils y travaillent. ils y travaillent et c'est Ils- prometteur, hein. Mm. Et de manière connexe, en fait, il y a la page transition API qui est dans le même train, on Alors, va dire. S'ils changent le routeur, ouais. ça va nous permettre en fait d'accéder à la Alors, transition entre les pages. Alors ça, c'est assez énorme. Pareil, expérimental. Donc, on a mis les deux là, mais c'est vraiment deux choses bon, ça va pas arriver demain, mais ça va quand même arriver dans pas très longtemps. Et il faut quand même savoir que ça va exister. Et les transitions, les pages de transition, en fait, c'est un nouveau système qui permettra en fait de partager des éléments en fait entre les pages, en fait. Et donc, ça permettra de faire des effets de transition comme on a déjà sur le mobile, en fait. Tu sais, Oui. Quand quand tu, par exemple, tu cliques sur une carte ou Hmm, une image, et en fait, l'image se déplace en haut, s'agrandit pour être le header de la page numéro 2 en fait. exactement, c'est exactement l'exemple qu'on Ouais. donne souvent. Et en fait, ça permettra de faire ça, donc de partager un élément entre deux pages, et voilà, une image par exemple, et elle va s'agrandir, se déformer, tout ça. Tu auras une transition qui sera vraiment fluide, comme on peut avoir sur les mobiles, déjà sur les mobiles. Donc, Alors, on peut déjà faire ça, mais avec des librairies tiers qui sont ouais, hyper ouais, gourmandes, c'est avec hyper des compliqué. GSAP Ouais. et beaucoup, 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 beaucoup de code. Ouais. Donc, ouais. Donc, Donc ça, ça, c'est on pourra top, le faire ça nativement. Une fois de plus, nativement. c'est en mode
c'est en mode expérimental, quoi. C'est un Mais mode c'est dans le pipe. expérimental. C'est vraiment tout neuf, tout nouveau. Ils en parlent tout juste maintenant. Ils en ont parlé pendant la Google I.O. Il y a des vidéos qui sont disponibles, on mettra les liens. Mais c'est hyper prometteur de pouvoir faire des transitions comme ça facilement avec des éléments qui sont partagés entre les pages et tout. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner même sur un site classique hein, qui change qui recharge pour changer de page, etc. quoi. Donc c'est vraiment assez poussé. Top. Après, si on se base sur l'implémentation des nouvelles fonctionnalités qu'on a vues il y a un an, s'ils nous montrent ça, si ça prend le même taux d'adoption, bon, bah, l'année prochaine, c'est bon, quoi. J'espère. On verra. On verra. On parle de Safari un peu? Yes, Safari a une vidéo qu'on mettra en lien aussi qui explique voilà, les évolutions de Safari. Ça dure une trentaine de minutes, elle est super intéressante et il y a toutes les évolutions de Safari, version 16, donc qui arrive là bientôt. Et, euh, et voilà, j'ai noté quelques choses importantes, dont l'évolution du Web Inspector, dont le DevTools en fait évolue, il y a des nouveautés à l'intérieur, ils réorganisent un peu le truc, tout ça. Puis il y a un truc, il y a un peu des boutons, tu sais, comme dans Chrome. Quand tu fais du flex ou des grids, des trucs comme ça, tu peux accéder directement à des petits boutons qui te permettent d'aligner à gauche, d'aligner à droite, de voir en live en fait toutes ces choses-là. Donc ils implémentent. On voit que d'un coup là, DevTools il évolue. Alors Ouais. qu'il Après, c'est peut-être qu'il arrive un petit peu tard quand même, c'est parce que clair. enfin, le DevTools de Chrome a vraiment fait mal. Safari, pardon, Firefox est très très bon aussi. Ouais, Safari était vraiment à la traîne. En fait, ils oui, rattrapent leur grave. retard, en fait, tout simplement, non? Je suis peut-être un peu méchant. Ouais, Je suis non, peut-être un peu méchant. bah, je sais pas s'il rattrape le retard, mais bon, ça bouge. Il y a encore beaucoup de C'est travail plutôt pour bien. rattraper le retard. Mais bon, ouais. Et donc, Des extensions? et donc du coup, bah, ils ont annoncé que ça prendra. Alors que maintenant, les extensions, en fait, ça sera le même. Ça va utiliser les mêmes API que les DevTools, Chrome, tout ça, qui est une API en fait Hmm. qui est standard en fait. Hein. Et donc, a priori, ça sera facile d'implémenter des extensions sur Safari. Donc, moi, je n'ai pas tout approfondi, mais normalement, ils disent que bon, vu que ça utilise les mêmes API, bah, ça sera quasiment la même chose. Donc, tu pourras Ok, l'adapter. donc le portage Ce sera plus facile. d'une extension Chrome à une Mm. extension Safari sera beaucoup plus facile. Ouais, 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 carrément. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Hein. Après, Ouais, donc ça veut dire qu'il change beaucoup de choses. Ok. bah, tu vois, c'est assez bizarre parce que les DevTools évoluent, les extensions deviennent plus faciles à développer. Tu vois, on dirait qu'ils ont envie d'avoir des développeurs, tout ça, enfin, qu'on bosse sur Safari en gros, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Bah, après, peut-être qu'ils veulent, peut-être qu'ils réouvrent en fait. Ils se remettent dans une position où ils essayent de réouvrir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Après, je pense quand même qu'ils arrivent peut-être un petit peu trop tard, avant que tous les devs repassent pour faire du dev sur Safari. Je pense qu'ils arrivent peut-être un peu tard, mais c'est mon point de Ouais, vue. ouais, après, tu sais, Chrome, ils sont arrivés, ils ont pris une grosse majorité du marché, alors qu'avant, c'était d'autres Ouais, navigateurs. D'ailleurs, Firefox, c'était beaucoup plus haut. Après, avant, c'était Explorer. Enfin, voilà. Donc, ça ouais, bouge tout le sauf temps, en fait. que ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Sauf Ouais, que Safari, par définition, tu c'est ne Mac. touches Ouais. que les développeurs Mac Ah bah. qui sont sur macOS. Donc déjà, tu cut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, À moins que ma demain, ils foi. nous ressortent un Safari pour Windows. Comme à Ouais, l'époque. mais là, Ok. Bah, là, tu mets la pièce, mais moi, je te suis pas. Ok. Moi, je te suis pas. Le web push? De quoi? Pardon? Bah Le ouais. web push? Ils ont parlé du web push? Ouais, tu sais, Apple a le enfin truc. parlé Ouais, du web ouais, push? le truc qu'on attend depuis. Je sais même plus d'ailleurs. C'est Ouais. le Non, et truc puis qu'on. c'est que surtout, ils ont fait la sourdine pendant des années et des années, quoi, alors que tout le Ouais, monde implémentait ce système de notification. Euh, C'était la muette totale. Et ouais. Aucune réaction, rien quoi, mais rien du tout. Et puis toujours zéro info, ouais. toujours leur truc propriétaire pour le Safari Mac et rien sur le Safari iOS. Et puis là, d'un coup, bam, enfin, enfin, le Web Push arrive, qui sera implémentable de la même façon que sur Chrome, etc. Donc c'est les mêmes API, tout ça. Donc tout va fonctionner pareil.
Donc enfin, alléluia, qui arrive sur la version 16, donc sur Mac, là, qui va bientôt sortir. Et ils annoncent l'année prochaine sur iOS. Donc enfin, on va pouvoir faire des notifications push dans iOS l'année prochaine, peut-être. Et moi, je vois une dernière, c'était un des derniers remparts Hmm, sur les PWA. Alors, hmm. je sais que les développeurs natifs ne veulent pas entendre ce mot-là, mais les PWA, les Progressive Web App, ou en clair, on va développer une web application et en utilisant les bonnes balises et des manifestes, des service workers, on va pouvoir l'incorporer dans notre téléphone mobile et on se rapproche du comportement d'une application native, quoi. Ouais, Par ouais, contre, ouais. on n'aura pas accès au processeur, hein, tout ça, tu vois. Mais pour faire une application de réservation de je sais pas quoi, ou une to-do list, ou la majorité je vais dire 80% des web apps aujourd'hui, la puissance, elle est déportée, tout le calcul est déporté, à Hmm. part pour les jeux, où là, pour le coup, il nous faut une latence propre. Ouais. Mais avec le web push et l'utilisation des notifications pour le web euh, est, est accessible depuis iOS, Hmm. là je vois une grosse rempart qui saute Bah, c'est pour énorme. Ouais. l'adoption et le développement des PWA, quoi. Bah, Donc c'est clairement. top. Bah, souvent top, top. d'ailleurs, enfin, je sais pas toi, mais la plupart des gens qui parlent de PWA sont souvent la première feature qu'ils demandent, c'est est-ce qu'on peut mettre des notifications, quoi. C'est vraiment le truc Alors, qui fait. ouais, c'est pas toujours le cas. En fait, ça peut être un frein. C'est-à-dire, ok, je peux pas, j'ai pas accès aux notifications pour iOS, et donc ça peut être un frein. Après, Hmm. parfois il y a des apps qui ne nécessitent pas d'avoir des notifications. Et pour le coup, quand on leur parle des 30% de tout ce qui passe dans l'appli payé Ouais. pour Apple ou pour Google, là, ils considèrent peut-être que, ah ouais, quand même. Donc, en tout cas, ça change. Mais c'est clair que ces notifications, ça amène un gros, 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 gros plus Bah, pour, euh, clairement, pour le web. clairement. Les Et puis, ça PWA, sera la même API, quoi. ouais, Simple. ouais, ce sera la même API, donc un serveur, tout ça. Et puis, donc, quand tu rajoutes, si tu mets ça, les web push sur Safari, si tu mets la transition API qui va arriver aussi, ouais, la PWA va devenir de plus en plus importante et va pouvoir remplacer ces 80% d'applications qui pourraient être faites en PWA. Qui- Voilà. Et on sort du diktat des stores et tout ça. Alors là, on va pas se faire des amis, hein, ça c'est clair, parce que tous les développeurs natifs vont nous tomber dessus et voilà. Mais à la limite, ça fait aussi partie Ah, du jeu, quoi. Je ah, pense que à un moment donné, le web en fait évolue et aujourd'hui, avoir trois codebases identiques, ouais, enfin bah oui. trois codebases qui font la même chose et avec trois codebases à entretenir, enfin, c'est hyper, hyper compliqué. Et si en plus c'est pour faire des choses assez simples technologiquement, Hmm. bah, Ouais, il y a beaucoup de choses. les clients sont riches, c'est bien. Ça entretient les Ouais, ouais. développeurs, c'est bien, mais bon, c'est une aberration en termes de dev, quoi. Et une fois de plus, on ne dit pas que les PWA vont tout remplacer et Non. vont se substituer et que c'est la mort du mobile. Loin de là, jamais de la vie. Mais en tout cas, il y a beaucoup de web apps qui peuvent être incorporées sur le téléphone Hmm. en mode, euh, en mode directement sur le téléphone. Et c'est que du web. Parfait. Alors, j'ai deux, trois Cool. trucs encore à rajouter. Pour Safari, pareil, tu parlais de manifeste, en fait. Là, ils évoluent au niveau de l'icône aussi. Tu sais, ils ne prenaient pas en compte les icônes dans les manifestes, je crois. Donc là, ça va être pris en compte aussi. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça encore où on n'a pas parlé. Puis après, il y a beaucoup d'évolutions aussi JavaScript au niveau du code vraiment pur JavaScript, quelques fonctions qui seront implémentées, des nouvelles fonctions et tout ça, comme le point at qui permet de sortir un élément du tableau en définissant son numéro. Enfin voilà, des choses toutes simples où avant on faisait un peu des hacks, tu vois. On prenait la longueur, moins X, machin. Enfin, bref, voilà. En fait, on avait non, c'était pas des hacks, c'était Oui, mais bon, c'était une sorte de fonction utilitaire qui nous
Voilà. permettait. Et là, ça va Là, être maintenant, c'est implémenté natif. Ouais. en natif, quoi. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc on mettra les liens de toute façon des vidéos, ils expliquent tout, mais c'est assez complet, c'est super intéressant. Et puis il faut se tenir à jour de tout ça parce que bah voilà, il y a des choses qui sont implémentées. Il faut aussi faire évoluer notre façon de coder aussi, c'est ça important. Et pas garder notre façon toujours la même en fait. Il faut évoluer. Voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc c'est important en tant que développeur de faire évoluer sa façon de coder. Et le meilleur moyen de rester informé, bah, c'est d'écouter Double Slash et de nous mettre un pouce, un petit commentaire. Vous êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. Ouais, dites-le. Parfait. Mm. Un commentaire, un pouce, un like, un sub ou tout ça. Et puis, nous, on est toujours friands de voir tout ça. Cool. Eh ben, merci Patrick. Ouais. Merci à tous pour ceux qui sont restés au bout de l'épisode. Et puis, on vous dit à bientôt pour la prochaine. Mm. Ciao, ciao. Ciao.